La voie de l'eau. Explorer le monde en partant de l'eau. Quand on donne des cours de surf, il y a un goût qu'on a toujours sur les lèvres, c'est celui du sel. C'est une sensation que je connais par cœur. Et ceux qui vivent proche de l'océan la connaissent également. Vous allez me dire, mais pourquoi elle nous parle de sel ? Eh bien, il y a une idée que j'ai entendue récemment et qui a changé la façon dont je regarde ce sel. Cette idée, elle raconte que si on sale notre nourriture, c'est peut-être qu'au fond de nous, on garde la mémoire de nos origines océanes. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'accueillir celui qui a dit ça. Il s'agit de Maurice Rebex. Maurice est photographe, voyageur, et il a passé une grande partie de sa vie à l'écoute des peuples premiers. Depuis plus de 30 ans, il revient sur les terres des Sioux du Lakota, dans le Dakota du Sud, et il en a tiré un livre, L'esprit ensauvagé. Avec lui, on est parti de l'eau, comme toujours, et l'eau nous a amenés très loin, du côté de ce que les Lakota appellent la grand-mère de toutes choses. Du côté d'une eau qui n'est pas une ressource à protéger, mais une source de vie à laquelle peut-être on a oublié de dire bonjour le matin. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter. Merci Maurice d'avoir accepté cette invitation sur le podcast. Aujourd'hui, j'aimerais avec toi qu'on rebalaye un peu tout ton parcours, ta connexion à l'eau et comment elle a évolué dans ta vie. Et j'aimerais peut-être te poser une première question qui serait quel est ton rapport à l'eau et comment en fait ce lien a évolué à travers tout ton parcours de vie. Alors mon rapport à l'eau, il est celui de tous les êtres humains. Et comme beaucoup d'êtres humains dans mes sociétés, dans nos sociétés, je n'en avais aucunement conscience jusqu'à ce que j'aille à la rencontre de gens qui ont gardé ce sens. Je dirais aussi cette mémoire. Et c'est pas tellement cette connexion. On parle parfois de se reconnecter à la nature, mais la nature s'est jamais déconnectée de nous. Si nous étions déconnectés de la nature, il nous reste quoi ? Allez, 3 minutes pour les bons apnéistes. Mais mon lien à l'eau, alors il s'est un peu plus fondé avec ma pratique de la photographie du surf, le fait que j'allais souvent... Alors, je n'étais pas un foudre de guerre dans la photo aquatique, loin de là. J'ai des maîtres beaucoup plus performants que moi, mais ça m'a amené à passer beaucoup de temps dans l'océan, à être avec des gens dans les îles Hawaï, des gens dont toute la culture est autour de l'océan. Alors, sans doute, déjà, y a-t-il eu là une expérience physique. Et puis, j'ai vu des pratiques avec l'océan. Mais plus profondément, c'est grâce à la spiritualité qui est devenue mon propre chemin, celle des Sioux Lakota, qui eux vivent assez loin des océans, des grands lacs, mais qui ont les rivières, mais qui eux illustrent parfaitement ce que devrait être notre lien à l'eau, c'est-à-dire d'abord la considère, ont une forme de considération à son égard, et la regarde comme la grand-mère de toutes choses. Alors ça fait sourire, c'est merveilleusement poétique comme expression, mais c'est une réalité. Quiconque se plonge dans l'océan devrait se souvenir que quand on sale notre alimentation, c'est parce que nous avons en nous, nous sommes des êtres qui conservons la mémoire de nos origines océanes. Et donc rentrer dans l'océan, c'est retrouver son grand-père. Littéralement, au sens généalogique du terme. Et je balaye le côté poétique merveilleux qui est là, mais qu'il faut balayer parce que sinon, on enrobe ces cultures de « Ah, c'est merveilleux, les Indiens, quelle belle philosophie ». Non, c'est pas une philosophie, c'est une science. Donc, honorer le verre d'eau du matin d'une pensée / prière / intention / réflexion / méditation. On met le mot qu'on veut, peu importe. Mais l'honorer d'une présence à cette eau, à cet instant-là, avant de la boire,
c'est se souvenir que, comme je dis dans mes conférences, si vous voyez ma version lyophilisée, la version de moi sans eau, c'est-à-dire quelques paillettes au fond d'un sac plastique, ça a beaucoup moins d'allure que dès qu'on retire l'eau. Hein? On est 80% d'eau à la naissance. Et d'ailleurs, vieillir, c'est se déshydrater. C'est pas vrai. Donc voilà, toutes ces notions-là, elles me sont venues culturellement. Et ça ne veut pas dire que je suis absolument dans l'observation de ne pas trop dépenser d'eau, parce que parfois, comme tout le monde, ça m'arrive d'en abuser. Mais je garde quand même les moments où je me relie à elle comme à un être et comme la source de vie. On parle dans nos sociétés de l'eau comme d'une ressource à protéger, c'est terrible. Moi, je ne veux pas qu'on dise à ma fille que l'eau est une ressource précieuse qu'il faut protéger. Non, je veux qu'elle sache que ce n'est pas une ressource. Ça, c'est la mentalité du propriétaire. Or, c'est pas nous qui protégeons l'eau, c'est l'eau qui nous a fait. Donc, l'eau, ce n'est pas une ressource à protéger, l'eau, c'est la source de vie, à resacraliser, à lui redonner sa dimension pleine et entière, qui est que sans elle, pas de vie. Quand on va sur des planètes lointaines, quand on va sur Mars, qu'est-ce qu'on fait? On cherche s'il y avait de l'eau. Parce que s'il y avait de l'eau, il y a de la vie. Est-ce que on peut revenir un peu sur tout ton parcours? Parce que tu as quand même un parcours qui est assez atypique et aux raisons dans ta vie qui ont fait qu'à un moment tu as atterri chez les Indiens du Lakota, et comment tu en es arrivé là, et qu'est-ce que toute cette culture, en fait, tu l'as un petit peu évoqué là en parlant, mais est-ce qu'on peut plonger un peu plus en profondeur dans ce que ça t'a rappelé, si je peux dire? Alors, est-ce qu'on ne voyage pas vers les destinations qui nous appellent pour nous permettre de nous réaliser? Ce que j'essaye de dire, est-ce que c'est le destin, le hasard, ou mon père qui est né en 1902, se souvenait de la parade des cavaliers indiens du cirque de Buffalo Bill sur les grands boulevards à Paris, et donc cette parade a eu lieu en 1905. Et donc il avait 3 ans. Et donc c'est sans doute son premier souvenir d'homme. Y a-t-il quelque chose qui a vibré en lui, qu'il a transmis à son fils, ou toutes ces questions-là de qu'est-ce qui nous amène à tel endroit dans nos vies? Moi, je dirais que comme tout un chacun, c'est le fil des circonstances, c'est du fil en aiguille. Mais c'est vrai que à partir du moment où je commence à pratiquer beaucoup la photographie de sport de nature, à commencer par l'escalade, l'alpinisme, et puis ensuite je suis sollicité par des gens du monde du surf, et donc je pars aussi dans les îles Hawaï, j'y découvre une culture. Je pense que le fait de m'immerger dans des mondes naturels un peu qui te ramènent à ta propre dimension. Hein, quand tu es en montagne, tu surveilles ce que tu fais. Tu balances pas tes papiers gras quand tu es en montagne parce que tu sens bien qu'il faut faire attention. Ou quand tu es en mer, pour avoir vécu une expérience nocturne en Indonésie de tempête en mer, là tu es réduit à une dimension assez humble face à tout ça. Donc il y a cette première chose qui était une forme de réalisation un peu d'une cosmogonie, quoi, d'une dimension de ce à quoi on appartient. Et puis alors après, c'est avec les Indiens d'Amérique, ça commence au début des années 80 sur les rives du Saint-Laurent, chez les Inuits, qu'on appelait à l'époque encore les Montagnais, et qu'on appelle plus justement aujourd'hui de leur propre nom les Inuits. Et c'est un genre de coup de foudre, parce que d'abord, je suis parmi des gens simples, démunis, mais avec un formidable humour, le véritable humour. Hein. Pas l'humour des persifleurs qui se moquent des autres, il y en a beaucoup, je trouve.
Il y en a beaucoup en ce moment, j'en entends beaucoup. Des gens les persifleurs qui se moquent des autres. Non, mais les gens qui ont le véritable humour, c'est-à-dire les gens qui rient de leur propre situation, qui rient d'eux-mêmes, avec une forme de noblesse. Et cette noblesse de gens démunis, aux dentitions abîmés, en surpoids, vivant la vie de ceux sur lesquels le bulldozer de la colonisation est passé, cette dignité-là m'a tout de suite frappé. Et j'ai compris ensuite qu'elle était liée à une compréhension de notre présence au monde. Et à leur compréhension de l'appartenance à tout ce qui nous entoure. Et donc que tout ce qui nous entoure nous est famille. Alors quand une grand-mère dans ces régions-là collecte des baies, eh bien, elle le fait comme, non pas comme on fait son marché, mais comme on a un lien avec des membres de sa famille. Et donc c'est cette dimension-là qui me séduit. Et puis alors maintenant, après, c'est devenu une histoire de relation familiale, avec les Lakota dans le Dakota du Sud, sur la réserve de Rosebud principalement, mais d'autres réserves aussi. Où là maintenant, je croise des trentenaires que j'ai connus dans le ventre de leur mère, quoi. Et qui me sortent du Good morning, uncle. Alors qu'il n'y a plus des questions de blancs, d'indiens, d'ici, d'ailleurs. Voilà. Ça me fait penser, dans ton livre, tu décris des rituels de passage un peu aussi, d'acceptation, qui sont aussi même des fois assez violents et difficiles, même physiquement. Est-ce que tu penses que pour se reconnecter à tout ça, même si on vient de dire que c'est pas forcément le mot reconnecter, mais pour se relier ou en tout cas retrouver du sens dans le fait qu'on est aussi ça et que ça fait partie de nous, est-ce qu'il faut passer par des étapes difficiles, tu penses? Est-ce que c'est un passage obligatoire ou est-ce que ça peut se faire d'une manière aussi douce et subtile ou... Alors je ne fais sûrement pas partie de celles et ceux qui voudraient valoriser le refus de l'effort. Je ne crois pas dans ça. J'ai éduqué ma fille en essayant de lui faire comprendre que certaines choses ne s'obtiennent que par le résultat de nos efforts. Après, je n'évoquerai pas de violence, mais plutôt une exigence. Les rituels dont tu parles, en l'occurrence la danse du soleil, notamment, qui implique un passage où on s'implique par sa propre chair, c'est lié au fait que chez les Indiens des plaines, à part l'arrivée de l'usage du peyote, qui est un petit cactus hallucinogène, mais sinon c'est des populations au sein desquelles il n'y a pas d'usage de psychotropes dans la spiritualité, dans le cheminement spirituel. Nous sommes notre véhicule. Donc, on utilise la fatigue extrême, on utilise la faim, la soif, le jeûne poussé. Et puis dans cette danse, il y a aussi cette part où... mais c'est pas la recherche d'une espèce de transcendance par la souffrance, ou pas du tout. C'est plutôt comment arriver à se concentrer. Et puis obtenir aussi de son propre système, de son propre organisme, l'exaltation de certaines capacités que nous possédons en tant qu'êtres, en tant que les animaux que nous sommes, mais qui n'apparaissent que quand on pousse un peu les feux, que quand on accède à ses limites. Et là, d'un seul coup, peuvent apparaître des capacités de perception sensorielles, mémorielles et cérébrales, qui sont le fruit de ça, de cet effort. De ce dépassement un peu de soi. Oui, de ce dépassement de ses limites. Donc c'est une danse qui se déroule sur 4 jours. Les 4 premières années, quand on est dans son apprentissage, sans manger ni boire, en buvant très peu plus exactement, à peine de quoi, pas de quoi s'hydrater, mais de quoi éviter
et en dansant du lever du soleil au coucher du soleil avec quelques interruptions, et puis en étant attaché à l'arbre de vie qui est au centre du cercle de la danse, par sa propre, à traverser sa peau, quoi. Hein. On y met un peu de soi-même. Donc, alors, par exemple, il y a du sang qui coule. Alors, pour certaines personnes, oh là là, c'est la sauvagerie, etc. Mais en fin de compte, les hommes qui font couler leur sang dans cette cérémonie le font pour honorer la femme qui fait couler son sang pour donner la vie. Et comme les hommes, ils n'ont pas ça, ils ont élaboré ce protocole pour pouvoir un peu s'identifier à la femme et s'approcher d'elle et pouvoir éprouver le trouble, la douleur et verser son sang comme elle le fait. Donc d'un seul coup, derrière la sauvagerie apparaît quelque chose de très délicat. De parler de la femme, ça me fait rebondir sur... je ne sais plus si c'est toi qui en parles dans le livre ou si c'est moi qui l'ai lu à côté. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire ou une légende qui parle de... Je ne me souviens plus le nom de la femme bison qui est à l'origine de certains rituels ou quelque chose comme ça. Est-ce que y a un lien entre féminité et eau là-dedans, ou si c'est une question un petit peu floue, est-ce que tu peux nous raconter comment l'eau est présente aussi peut-être dans certains rituels, parce qu'il y a la hutte de sudation, il y a certaines choses où en fait l'eau, je pense, accompagne aussi à la transformation de l'humain. Est-ce qu'on peut parler un peu de ça? Est-ce que ça t'évoque des choses? Alors oui, l'eau donc c'est la source de vie. Et elle coule dans nos larmes, elle mouille nos baisers. Et l'eau est féminine. L'eau est féminine. Comme dans notre espèce, la porteuse de vie est féminine. C'est la femme qui porte la vie. Et alors il y aurait beaucoup d'images parce que avant de mettre au monde, on perd les os. Et puis, toi et moi avons passé 9 mois dans du liquide amniotique. D'où sans doute le fait que l'expérience océane réveille sans doute aussi cette mémoire de notre de notre gestation. Donc oui, l'eau, elle est très présente dans... D'ailleurs, le fait de l'absenter, le fait de passer des journées entières sans la boire, c'est une très bonne façon de lui redonner sa juste place, parce qu'ensuite, après une journée passée au soleil à danser sans boire, quand on boit un tout petit peu d'eau, ça devient la médecine. Et alors ça, c'est une notion très importante au sein de ces populations, la notion médecine. Mes amis indiens, si tu leur donnes un jour d'été, après avoir travaillé en plein soleil avec la tronçonneuse, tout ça pour préparer la cérémonie, et que tu leur donnes une tranche de pastèque, ils vont manger la tranche de pastèque, et puis ensuite, ils vont te regarder, oh, good medicine, bonne médecine. Voilà. Et ça, c'est un lien au monde très très fort et très scientifique. C'est pas une croyance, c'est pas une superstition. Ils savent que tout ce qu'on ingère nous est médecine, bonne ou mauvaise, que l'air qu'on respire nous est médecine au sens littéral du terme, et que certains sentiments nous sont médecine et d'autres nous sont poison. Et donc l'eau, c'est la médecine suprême. L'eau, c'est la reine de toutes les médecines, puisque sans elle, rien. Et puis alors, il y a des cérémonies comme le bain de vapeur traditionnel, où alors là, elle sort de nous, elle se met à couler sur nos peaux. Et se purifier, c'est, à travers ce protocole, se purifier, c'est aussi... de la même façon que dans notre sueur, il y a nos toxines, et c'est aussi se laisser exuder de nous, en même temps qu'on participe à ce protocole, c'est laisser exuder de nous l'eau qui coule sur nos peaux et tombe sur le sol, quoi. Est-ce que, du coup, ça fait écho à une phrase que je t'ai entendu dire plein de fois, dont tu parles aussi dans ton livre. Je ne sais pas si je la prononce bien, mais... c'est Mitakuye Oyasin. Mitakuye Oyasin. Oui. Voilà, le fait qu'on soit tous reliés. Quand tu parles de médecine, ça fait écho à ça. Alors, Mitakuye Oyasin, littéralement, ça veut dire « à moi donner parenté ». Donc c'est une adresse.
c'est une adresse. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Les Lakota, je le réalise en te parlant, les Lakota ne prient pas à l'intérieur d'eux-mêmes pour eux-mêmes ou pour d'autres. Ils s'adressent. Leur prière est envoyée. Comme on envoie une bouteille à la mer ou comme on lâche un ballon d'hélium, un cerf-volant, c'est envoyé, c'est une adresse. Donc, dans la spiritualité des Lakota, vouloir faire une prière, c'est envoyer une adresse à l'univers tout entier. C'est-à-dire là où on se trouve, lever les bras et se tourner vers les nuages ou les arbres de la forêt ou l'eau du lac et dire « Mita kuye oya », c'est à moi donner toute la parenté. Et en fin de compte, dans cette adresse, il y a quelque chose de très scientifique, de précurseur à notre propre science, parce que nous l'avons découvert qu'assez récemment. Quand j'étais petit garçon, on n'utilisait pas l'expression « le vivant » pour dire que, d'une certaine façon, tout ce qui vit appartient à un seul et même ensemble. Ce que l'astrophysique moderne confirme, ce que la microbiologie confirme, ce que les neurosciences confirment. Donc, il y a la compréhension que... Alors ça, c'est très très fort. Il y a la compréhension que, de la même façon que tous les atomes qui me constituent me font moi, c'est la compréhension, à mon avis, que toutes les formes de vie, en réalité, n'en font qu'une. Et en réalité, il n'y a qu'une vie, c'est la vie. Et nous y appartenons par le fait que nous sommes vivants. Et donc, le fait que nous ayons reçu ce cadeau de vie nous impose d'avoir du respect pour tout ce qui a reçu un cadeau de vie. La touffe d'herbe, le pachyderme, tout ce qui a reçu vie nous est parenté. C'est beau, hein, ça me met la chair de poule. Alors encore une fois, c'est beau, c'est poétique, c'est merveilleux. Non, je m'en fais l'interprète, ce ne sont pas mes seules paroles, mais c'est scientifiquement avéré. Oui. Quand je dis ça, c'est peut-être un peu réducteur. C'est-à-dire que ça fait écho en moi, tu vois. Quand je t'entends dire ça, j'ai l'impression de ressentir aussi cette vie en moi, tu vois, circuler. Peut-être que beau, c'est un peu réducteur sur vraiment la sensation que j'ai. C'est pas réducteur, mais c'est une des dimensions. Du coup, on parle de sacré et sacralité, de spiritualité aussi. Est-ce que pour toi, ce serait peut-être un nouvel acte politique, en fait, d'intégrer ces dimensions de spiritualité et de sacralité davantage dans notre quotidien pour que on puisse espérer demain aller vers du mieux pour l'humanité? C'est une vaste question. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Moi, je préfère parler d'hypothèses, hein, parce que je vois beaucoup. Je crois une des pires ennemies du futur, de notre futur, ce sont les certitudes. Et je vois beaucoup de gens remplis de beaucoup de certitudes. Ils sont très sûrs d'eux. Par exemple, ceux qui te disent qu'on va détruire la planète. C'est une forme de certitude. Moi, mes amis indiens, si quelqu'un vient et puis évoque tout ça et puis s'en va, ils vont se regarder entre eux, ils vont se dire mais pour qui il se prend? Les Blancs, ils sont incroyables d'arrogance, pour qui ils se prennent, hein? Même certains des phénomènes qu'on observe, on a le génie technologique de pouvoir les observer, c'est indéniable. Mais les conclusions qu'on en tire, il faut faire très attention. Par exemple, le changement climatique, puisque le terme a évolué, on ne parle plus de réchauffement. On était sûr du réchauffement. On préfère parler du changement. Déjà, on est un peu moins sûr. Alors le changement climatique, pour nous, est-ce que ça fait que la Provence devient le Sahara ? Ou est-ce que ça fait que la région parisienne aura le climat de New York ? On ne sait pas. Ça va dépendre du Gulf Stream, en grande partie. Alors j'ai bien compris qu'on peut faire des prélèvements, des observations de température en profondeur, etc. Tout ça, je ne le nie pas. La science est d'une extrême pertinence. Simplement, les conclusions auxquelles les scientifiques arrivent doivent être un petit peu... D'ailleurs, elles le sont de plus en plus, pondérées, modérées. La réalité, c'est que je pense qu'on a beaucoup à gagner,
nous, l'espèce humaine, à accepter l'inconnaissable. Hein, les Lakota vénèrent le grand esprit, et le grand esprit, c'est en même temps le grand mystère. Alors, si on a du mal à comprendre, si on trouve que c'est des superstitions, si tu vois pas de mystère dans le Big Bang, dans le fait que tout l'univers est concentré dans une tête d'épingle à l'origine des temps, et que l'univers, ça veut dire que la lumière met des millions d'années pour atteindre certaines étoiles lointaines, et que tout ça tenait dans une tête d'épingle, si pour toi il n'y a pas de mystère là-dedans, alors la spiritualité des Indiens, c'est pas fait pour toi. Non, mais c'est sûr. Mais si tu comprends que là, il y a un truc mystérieux qui nous échappe, et qui sans doute est fait pour nous échapper, alors là, on s'approche de leur compréhension du monde. Le respect de l'inconnaissable, ça me semble important. Sinon, nous sommes ceux qui peuvent tout comprendre, tout analyser, tout interpréter, et ça nous vaut bien des ennuis. C'est sûr. Comment on fait pour respecter l'incertitude sans que ça devienne l'anarchie? Alors l'anarchie, il y a des gens qui sont pour. Hein. L'anarchie, c'est le refus de toute autorité, supposément. Alors par contre, en même temps, une chose qu'on apprend dans le monde tribal, sous toutes les latitudes, parmi les peuples premiers qui ont gardé la société tribale, qui n'est ni une dictature ni une démocratie, parce que ce ne sont pas nos critères à nous qui permettent toujours de comprendre l'autre. Au cœur des sociétés tribales, tout le monde a bien compris que pas d'autorité, pas de liberté. C'est le paradoxe que beaucoup d'entre nous, ici dans nos pays, n'ont pas perçu encore. Pas d'autorité, pas de liberté. Donc, pour répondre à ta question, je pense que l'univers nous apprend l'ordre, qui est un mot qui n'a pas très bonne presse. Mais pourtant, tous les matins, l'hiver, et même l'été, mais enfin, je me lève tôt, mais même en se levant tôt l'été, souvent le soleil, la lumière en tout cas, m'a précédé. Mais l'hiver, quand je me réveille, je vois bien que le ciel, quand il est dégagé, je vois bien qu'elles sont toutes là au rendez-vous, exactement au bon endroit. La Grande Ourse, et Vénus, et Sirius, et Arcturus, et je pressens bien que si je reviens avec mon verre d'eau dans 2000 ans sur le même porche de ma même maison, elles seront toujours là, au même endroit, exactement. C'est de cet ordre-là dont je parle. Donc c'est de se mettre en harmonie avec l'ordre naturel du monde. Et nous n'y sommes pas tout à fait. Nous n'y sommes pas tout à fait. Donc, pour répondre à ta question, je pense que on est beaucoup la fréquence qu'on émet. On est beaucoup la fréquence qu'on émet, plus que les pensées qu'on a ou les convictions qu'on exprime. Je vois des gens qui expriment des convictions très fondées, mais de façon très véhémente. Et d'autres avec lesquels je pourrais être en désaccord, mais qui le font d'une façon paisible. Et soudain, est-ce que c'est pas des fois plutôt la façon d'être qui compte plus que ce qu'on dit? C'est sûr. De toute façon, c'est ce que les gens ressentent aussi, des fois même par rapport à ce qu'on dit. Est-ce que il y a une notion importante de transmission pour toi dans ce rapport qu'on a au vivant et ce rapport à l'eau? Est-ce que, selon toi, il y a des choses à changer dans la manière dont on transmet les choses aujourd'hui pour justement transformer notre rapport à la vie et à ce grand mystère Il y a tout à changer. Il y a tout à changer. Mais là, c'est fondamental. Hein. On a fait venir des jeunes Népalais dans la région lilloise dans les années 80. Un groupe de jeunes Népalais, alors il y a déjà donc une quarantaine d'années, à l'époque où le Népal n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, etc.
Et quand les gamins, les enfants, gamins et gamines, les enfants sont repartis au Népal, on leur a demandé alors qu'est-ce qui vous a le plus frappé et on s'attendait à ce que ça soit les supermarchés pleins de victuailles et non, ce qui les avait frappés, c'est qu'il n'y avait pas d'anciens dans les maisons. Ah, waouh. C'est ça qui les avait frappés. Nous sommes les sociétés, si on se regarde comme un peu les lettres persanes de Montesquieu, si on se regarde avec les yeux d'un étranger qui découvrirait tout, nous sommes les sociétés où nous parquons nos anciens ensemble dans des maisons closes. Nous sommes les sociétés où nous appelons hyperactifs les enfants qui s'emmerdent à l'école et on leur donne des pilules pour qu'ils se calment. Nous médicalisons. Nous sommes ces sociétés-là. Donc, dans l'ordre de la transmission, ouais, il y a beaucoup à changer. Il y a beaucoup à changer. La question, c'est est-ce que le changement viendra de notre volonté ou est-ce qu'il viendra sous la contrainte ? Ma réponse, c'est que ça peut être un cocktail des deux. C'est que des contraintes vont s'imposer à nous. Il y en a une qui apparaît évidente, c'est la contrainte démographique, puisque moi je suis né dans un monde où il y avait 4 fois moins d'habitants qu'aujourd'hui. Ou 3 fois moins. Et par contre, tout le monde sait que quand tu sens que la tempête arrive, si tu t'y prépares, ou si tu t'organises pour collectivement y pouvoir y faire face, ça se passe mieux. Donc il y a aussi la notion qu'il y a des... Moi j'ai des amis indiens qui disent ça. Je connais une Ponca qui dit ça. Elle dit nous, on sait reconnaître les champignons, on sait reconnaître les plantes, on sait pêcher sans accessoires et on sait se soutenir les uns les autres. Donc je crois qu'une notion essentielle, c'est la notion d'unité et tout dans nos sociétés est fait pour la briser. On ne fait que diviser. On ne fait que diviser, comment on dit, partitionner. Pour les disques durs, on découpe tout en petits morceaux. Sitting Bull, il montrait sa main avec les doigts écartés, il disait « Quand ma main est ainsi, on peut prendre n'importe quel doigt et l'attraper et le briser. » Puis ensuite, il fermait le poing et il disait « Quand ma main est ainsi, on peut plus briser. » Donc, nous sommes les sociétés de la division. En ce moment, par exemple, j'entends 2 démagogies dans mon propre pays, dans mon propre entourage médiatique. J'entends 2 démagogies qui sont à l'œuvre. L'une voudrait que les étrangers sont responsables de tout. L'autre voudrait que les riches sont responsables de tout. Et les deux appartiennent à la désignation du bouc émissaire. Il faut toujours trouver un responsable. En vérité, le responsable il est à l'intérieur de chacune et chacun d'entre nous. Et je pense que les communautés de vie qui ont la capacité de se réunir, pas en permanence, mais de se réunir autour de moments fondateurs, ceux-là seront mieux équipés pour faire face à des moments où tout seul on sera mal engagé. Nous sommes des animaux grégaires. Nous ne sommes pas des loups solitaires. Est-ce que du coup, l'amour, la joie, l'émerveillement, c'est une solution aussi retrouver ça et le réinclure dans nos vies puisque moi j'ai un constat personnel qui est aussi que les gens aujourd'hui sont distraits de leur essence, enfin stressés ailleurs, pas dans la présence, c'est ce que tu disais un peu au début de l'épisode et je trouve, mais c'est très personnel, que ça manque de joie, ça manque d'amour, ça manque d'émerveillement. Est-ce que ça c'est quelque chose par exemple que les Indiens arrivent à avoir tout le temps présent en eux? Est-ce que c'est une source comment je peux dire ça? Est-ce que c'est une ressource un peu, tu vois, de... Quand on évoque le mot naïf,
Nous, les Occidentaux, on le fait avec cette forme de condescendance. Par exemple, on regarde certaines populations, ils sont merveilleux, ils sont un peu naïfs, mais et cette condescendance, cette arrogance, cette vieille habitude de se considérer comme supérieur en tout, culturellement, scientifiquement. Elle oublie que naïf, ça vient du mot, c'est de la même racine que natif. Et donc, je lisais sur un réseau social le post d'une figure de l'écologie française qui commençait par « Ne rêvons pas, on ne peut pas attendre nos gouvernants, blablabli, blablabla. » Alors, ne rêvons pas, bon ben... Alors là, t'as tout faux. Parce que, justement, il s'agit de ça, il s'agit de rêver. C'est le mot d'Apollinaire, hein, il est temps de rallumer les étoiles. Donc, toutes ces sociétés premières du monde, les Maoris, les Polynésiens, les Inuits du Nunavut, les Bushmen du Kalahari, les gens de la steppe mongole, tous ces gens-là considèrent les rêves de l'enfance comme fondateurs de ton destin. Et donc, la part d'enfant en nous, c'est une... Alors, et puis ensuite, on en vient alors, à l'époque moderne. Alors, avec Sigmund Freud, alors là, tout est dans l'enfance. Tout est dans l'enfance. Et donc, oui, il nous faut conserver notre âme d'enfant, qui est la part la plus pure de qui nous sommes ou qui nous fume. Et la capacité d'émerveillement, et l'amour pur de l'enfance. Et bien sûr que l'amour, c'est la grande question. C'est le grand propos de notre présence ici. D'ailleurs, les effets d'affection, de désir, de séduction, de désir, qui mènent à l'acte d'amour, c'est la perpétuation de l'espèce. Donc en fin de compte, nous sommes des animaux dotés d'un certain nombre de pulsions qui ont pour objet de perpétuer l'espèce. Et c'est ça le programme de la nature, la fameuse nature. C'est la perpétuation, c'est la reproduction, c'est aussi le recyclage, c'est aussi l'évolution. Mais c'est le même mouvement qui fait que l'univers est en expansion, qui fait que les étoiles s'éloignent les unes des autres. Donc tout ça pour dire que l'amour qui nous remplit, ce sentiment qui fait qu'on peut... Alors, il y a l'amour des siens, mais il y a aussi l'amour du monde, l'amour des fleurs, l'amour des insectes, l'amour de la nourriture qui nous nourrit. Enfin, toutes ces formes d'amour, elles sont le principe essentiel de nos vies. Et toutes celles et ceux qui en sont privés ou qui s'en privent ou qui font passer toutes sortes de rhétoriques et d'idéologies, avant ça, ils sont à côté du truc. Et les religions qui prônent l'amour, mais en fin de compte, la première religion du monde, la religion première, celle à laquelle sans doute il faut retourner, qu'on appelle l'animisme, et qui tend à considérer que tout ce qui vit a une âme, un esprit, ce que la science n'est pas très loin de confirmer dans son questionnement sur la conscience, puisqu'il faut vérifier ça sur Google, mais certains scientifiques en arrivent à considérer que la matière même est génératrice de conscience, ce qui tendrait à penser que une pierre sur le chemin, elle a sa forme de conscience à elle. Donc oui, l'amour du vivant, pour avoir reçu la vie, la logique veuille qu'on ait une forme d'amour pour ce qui vit. Ça me fait rebondir, on en parlait un petit peu. Est-ce que tu veux bien me réexpliquer ta vision sur la tenue dans ce monde d'aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut reparler un peu de ça ? Alors, tu t'appelles Mallory. Oui. Et il y a un grand explorateur français qui s'appelait Jean Mallory. Et qui était un monsieur très respectable, qui a vécu plus de 100 ans, un peu plus de 100 ans, et quelques mois, et qui à un moment donné s'est séparé
du monde de l'exploration des peuples du cercle polaire, enfin l'hyperboréal, etc. Parce qu'il ne voulait pas les observer en scientifique. Il voulait les observer, il voulait partager avec eux leur vie en tant qu'être humain. Il voulait faire l'expérience humaine. Il ne voulait pas être l'observateur, il voulait faire partie du phénomène. Et alors qu'il a une œuvre accomplie de transmission très importante, puisqu'il est à l'origine de la création d'une université où se rassemblent des jeunes gens, jeunes filles, jeunes hommes de tous ces horizons, de la Sibérie au Groenland, et donc tous ces gens qui vivent dans les mêmes conditions de vie sensiblement, mais qui appartiennent à des cultures très distantes géographiquement, se retrouvent et se mettent à partager leurs connaissances, leurs mythes, leurs légendes, leur compréhension du monde, leurs observations, leur vocabulaire qui donne 50 mots pour dire la neige, comme les Lakota ont 50 mots pour dire les nuages, ce qui n'est pas de la poésie, même si ça a une dimension poétique, mais ce qui est, ça porte un nom, ça s'appelle la météorologie. Eh bien, ce Jean Mallory, à un moment donné, comme une conclusion de son destin, il a cette formule qui, pour moi, est une formule absolue et qui est tout à fait dans l'esprit de la philosophie des Indiens d'Amérique. Il a cette formule, il dit « C'est un honneur de vivre ». C'est un honneur de vivre. Et moi, ça me parle énormément. Peut-être parce que j'ai grandi dans une famille où le sens de l'honneur est venu face à certaines situations de notre pays à un moment donné de son histoire. Il y a eu des gens qui se sont enveloppés d'honneur en mouillant la chemise. Mais je vois aussi que, tu sais, c'est très frappant dans les cérémonies sur les réserves indiennes. On est saisi d'émotion parce que c'est la dignité, c'est la tenue, c'est la façon de se tenir droit, de relever la tête, de porter ses plumes d'aigle avec réserve, avec retenue, mais avec l'affirmation de soi. C'est les grands-mères qui poussent des trilles à un moment donné où on honore un enfant en lui donnant un nom, et qui le font avec les larmes aux yeux. Voilà, c'est une façon... Nous sommes les bipèdes, hein. Nous sommes les bipèdes, nous nous sommes dressés à un moment donné. Était-ce pour voir plus loin dans la savane? Était-ce pour se attraper plus haut les fruits dans l'arbre? Était-ce pour essayer d'attraper les étoiles dans le ciel, voir s'il y a moyen de les toucher? Qui le saura? Mais nous sommes celles et ceux qui se sont mis debout. Et donc, cette posture, elle nous oblige. Elle nous oblige. Et voilà. Et oui, moi, je serais assez volontaire pour que ça fasse partie de l'éducation de nos enfants, de se tenir, de savoir se tenir. Surveiller les paroles qu'on prononce. Tu vois, je pense il y avait un slogan... à l'aéroport de Madrid, il y a quelques années, dans une campagne, on s'éloigne peut-être un peu de l'eau, mais pas sûr, une campagne contre les violences domestiques, et qui disait quand tu lèves ta main sur une femme, tu cesses d'être un homme. Et moi, ça me parlait, parce que c'est une espèce d'incitation au machisme. Il faut être un macho, il faut être un mâle, mais alors il faut être un macho, c'est-à-dire pas un macho, mais un mâle, c'est-à-dire tu lèves ta main sur une femme, tu cesses d'être un homme. Bon, mais ça, c'est la tenue. C'est le mot de Camus, un homme, ça s'empêche. Alors aujourd'hui, il faudrait dire un être humain, ça s'empêche, hein, pour respecter la sororité avec la fraternité. Mais voilà, un être humain, ça s'empêche. Et c'est donc ce qui nous fait, c'est tout ce que nous refusons de faire. Et évidemment que notre lien au monde, ça passe aussi par cette capacité-là, quoi. Redonner notre dignité, redonner à nous-mêmes notre dignité, c'est redonner la dignité à tout ce qui vit autour de nous.
C'est une belle phrase de conclusion, ça. Et pour refaire un dernier rebond sur l'eau, pour finir sur l'eau, est-ce que tu aurais à nous partager un poème, une chanson, une dernière citation ou quelque chose qui peut nous soutenir au quotidien dans pourquoi l'eau c'est important, pourquoi c'est beau, pourquoi ça nous rend vivants? Il y aurait deux façons. Nous sommes des animaux. J'ai vécu dans les gorges du Verdon avec mon épouse. On a passé un peu plus... Enfin, moi j'ai vécu plus longtemps, mais avec mon épouse, on a passé une dizaine d'années dans une maison qu'on a rénovée à partir d'une grange, où on a connu un très grand bonheur, et où le soir, quand je sortais, je pouvais pisser au vent sans voir une seule lumière humaine, sauf les avions qui passaient dans le ciel. Alors c'est très trivial hein, comme façon d'évoquer l'eau, mais l'eau, elle rentre en nous, il faut bien qu'elle sorte aussi. Hein. Et pisser au vent, pour une femme, pour un homme, c'est un des plaisirs de la vie. Et un petit plaisir existentiel. Et il m'est arrivé d'éprouver un sentiment d'éternité dans certaines de ces occasions, en train de pisser au vent, que les prudes m'excusent. Mais sinon, j'évoquerai une anecdote. Je rencontre sur la réserve de Rosebud, sur la réserve indienne de Rosebud, dans le Dakota du Sud, au début de mes séjours, c'est-à-dire au milieu des années 90, je rencontre un personnage qui est une figure un peu sur la réserve, qui s'appelle Gene Ironshell, Eugène Coquillage d'acier, coquillage de fer, Masa Pankreshka. Et c'est un ancien parachutiste vétéran de la guerre de Corée, et c'est un leader spirituel. C'est pas un homme médecine, mais c'est un leader spirituel. Il mène des cérémonies, et puis il a aussi son travail sur la réserve, et puis il s'occupe des anciens combattants, donc toutes les célébrations, il est là, en uniforme, etc. On fait connaissance, et il réalise que je suis français. Ah, you're French. Bon. Et puis il me présente à ses amis en disant « That's Maurice, he's a full-blood French ». C'est un Français de sang pur. Parce que chez les Indiens, il y a les full-blood, il y a les sang mêlés, il y a les... Bon, c'était drôle de catégorie pour nous. Mais lui, il disait ça sans aucune inhibition, ça ne lui posait aucun problème. Un full-blood French, pour lui, c'était top. C'était un Français de sang pur. Hein. Bon. Et puis un jour, il m'explique qu'il a un ancêtre, que lui-même a du sang français dans les veines, et qu'il a un ancêtre, et qu'il a un arrière-grand-père enterré au cimetière de la petite commune de Saint-Francis, sur la réserve, un monsieur Dubray. Et donc sans doute quelqu'un originaire du Poitou, qui est monté sur un bateau un jour, et puis qui est allé en Amérique. Et il me demande si je voudrais bien venir prononcer quelques mots de français sur sa tombe. Et là, déjà, on a une indication de quelles sont ses cultures. Parce que lui, dans son esprit, c'était que quelques mots de la langue de son ancêtre soient prononcés comme une vibration, comme ça, soient prononcés sur la tombe de son ancêtre. Et il voyait quelque chose d'auspicieux, de propice. Alors j'y vais. Mais alors on est chez les Indiens. Alors je réalise, je me dis, plutôt que de déclamer quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit, il faudrait que je chante quelque chose, puisque tu parlais de transmission. Chez les Indiens d'Amérique, la transmission se fait par les chants. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que la transmission orale est plus précise que la transmission écrite, contre toute ce qui nous semble logique. Parce que la transmission écrite, c'est propice à des rééditions, des réécritures, des corrections, des changements, ce qui fait qu'on s'interroge pour savoir quelle est la bonne Bible, etc. Alors que le chant, c'est une transmission encapsulée dans la mélodie. Ce qui fait que la chanson que j'ai chantée ce jour-là, et que ma fille chantait à l'école, qui est une chanson qui a 500 ans, eh bien cette chanson, on la chante aujourd'hui exactement comme on l'a chantée il y a 500 ans, grâce au fait que les paroles sont encapsulées dans la mélodie. Et donc ce jour-là,
sur la tombe de Monsieur Dubray, sur la réserve de Rosebud, en présence de mon ami Gene Ironshell, et alors que la sauge brûlait dans un coquillage, non pas de fer mais d'ormeau, je me suis entendu chanter « À la claire fontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baigné. » Et donc voilà une façon de conclure sur une histoire d'eau. C'est très rigolo, c'est beau. Merci beaucoup pour cet échange. On était parti de l'eau et on a beaucoup voyagé. Entre la danse du soleil, la transmission, le grand mystère, l'amour comme principe de nos vies, par moments, je me suis demandé si on ne s'était pas un peu trop éloigné de l'eau. Et puis finalement, Maurice a fini par une histoire de tombe dans une réserve indienne où il s'est entendu chanter une vieille chanson française, une chanson où l'eau est si belle qu'on finit par s'y baigner. Donc là, tout naturellement, tout s'est refermé doucement. Dans le fond, c'est exactement ça ce podcast. Partir de l'eau, accepter qu'elle nous emmène loin et la retrouver à la fin, là où on ne l'attendait plus. Cette conversation va mériter pour moi un peu d'intégration tant elle a été riche et je pressens qu'à partir de maintenant, mon verre d'eau habituel du matin ne sera plus tout à fait le même. Et j'espère que le vôtre non plus. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire et 5 étoiles afin de toucher de nouvelles oreilles curieuses. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt sur la voie de l'eau.